Bonjour à tous et merci d'assister à cette session Faire plus avec moins de code en serverless. Je suis Jérôme Van Deinden, Solution Architect chez AWS depuis un peu plus de 2 ans à Genève. Auparavant, j'ai fait pas mal de développement, essentiellement en Java, et j'ai beaucoup appris sur les techniques de software craftsmanship, donc le clean code, les tests, l'automatisation, ce genre de choses. Aujourd'hui, au sein d'AWS, je me spécialise sur la partie serverless. Et donc aujourd'hui, pour cette session, j'avais envie de vous parler de ces 2 sujets. Donc l'objet de cette, présentation, c'est différents principes, que vous pouvez voir sur l'agenda, différents principes de clean code, et comment les mettre en œuvre grâce aux services, serverless d'AWS. En guise d'introduction, je voulais parler de clean code et de software craftsmanship. Le software craftsmanship, en français, c'est l'artisanat du logiciel. Software craftsmanship, artisanat du logiciel, mais attention, artisanat au sens l'amour du travail bien fait et de la qualité de ce qu'on va produire. En 2008-2009, il y a des grands noms du logiciel comme Uncle Bob, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Robert C. Martin, Ken Beck, Martin Fowler et plein d'autres, qui ont participé à la rédaction d'un manifeste sur l'artisanat logiciel. C'est ce que vous voyez ici sur le slide. Et ce manifeste met en avant certaines valeurs, notamment deux qui vont nous intéresser pour cette présentation. Donc la première nous dit, il ne suffit pas d'avoir un logiciel qui soit fonctionnel, il faut aussi qu'il soit bien conçu. Et la seconde nous dit que le logiciel doit non seulement être évolutif, mais aussi qu'on doit l'améliorer sans cesse quand on fait ces évolutions. Les points suivants sont également très importants puisqu'ils parlent de relations humaines, de travail en équipe, qui ne sont jamais des choses très faciles, mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, donc on va se concentrer sur les deux premières. Donc ce qui se cache derrière ces deux premières valeurs, on va dire, c'est des principes tels que les tests automatisés, le refactoring et le clean code. Le terme clean code lui-même couvre pas mal de sujets, pas mal de principes, de bonnes pratiques. Donc ça va du simple nommage des variables à la gestion des erreurs, jusqu'à des principes plus complexes comme solide. Donc sur ces principes, trois vont nous intéresser aujourd'hui, plus particulièrement. Le premier, c'est Solid, qui couvre 5 principes de design de code. Je vais m'attarder essentiellement sur le S de Solid, à savoir le Single Responsibility Principle, le principe de responsabilité unique. Le second, c'est YAGNI, You Ain't Gonna Need It. Et enfin, KISS, pour Keep It Simple Stupid. Alors, il en existe beaucoup d'autres. Vous connaissez peut-être la loi de Demeter, ou Dry, Don't Repeat Yourself, la règle du Boy Scout, Broken Window, etc. etc. Mais nous allons nous concentrer sur ces trois-là, sur cette présentation. Le principe de responsabilité unique, pour commencer, c'est un grand classique, et c'est probablement l'un des concepts les plus importants quand on fait de la programmation orientée objet. Vous entendrez aussi parler de separation of concern, séparation des responsabilités, des concerns. Donc le principe de responsabilité unique, il dit quoi? Il dit qu'une classe ou un module ne devrait avoir qu'une seule et une seule responsabilité, c'est-à-dire une seule et unique raison de changer. Donc si pour l'ajout ou la modification de deux fonctionnalités, vous êtes amené à modifier le même code, c'est probablement qu'il y a un souci et que votre code ne respecte pas ce principe. Donc pour simplifier, et pour la suite de la présentation, retenez simplement qu'il faut qu'une fonction fasse une chose et la fasse bien. Donc parlons justement de fonctions, un peu de serverless, on va parler de AWS Lambda. Les responsabilités d'une fonction lambda, c'est quoi? Donc la première chose, c'est de valider les paramètres d'entrée qui lui sont passés. Ensuite, on a la logique métier, bien sûr, mais attention à ce qu'on va mettre dans cette logique métier, à limiter le scope. Donc on parle de responsabilité unique, donc notre fonction doit avoir une fonctionnalité et une seule. C'est pas toujours évident, il faut trouver la bonne granularité,
Et on a des approches comme Domain-Driven Design qui peuvent vous aider à trouver ces limites. Des fois, le business consiste simplement à transformer des données qui lui sont passées en entrée. Donc on va les enrichir, on va les agréger, on va les filtrer, etc. C'est notamment le cas de pipeline d'ingestion de données pour construire un data lake, par exemple. Et dernier point, on va retourner un résultat quand c'est nécessaire. Ensuite, il y a les choses qu'on ne veut pas faire, qu'on ne doit pas faire dans une fonction lambda. Par exemple, le premier, c'est filtrer des événements pour les rediriger vers un processus ou une autre fonction, par exemple. Un autre point, c'est transporter de la donnée, donc c'est-à-dire passer des données d'un service à un autre. Et le pire de tout, c'est de faire de l'orchestration. Donc par orchestration, j'entends par exemple enchaîner les fonctions lambda qui s'appellent les unes les autres. Donc vous allez créer un couplage fort entre elles. Vous ne pourrez plus les utiliser indépendamment les unes des autres. Et ça va devenir très complexe à tester, très complexe à faire évoluer, à maintenir en général. L'orchestration, c'est aussi quand on va vouloir créer des workflows ou des process métiers plus complexes, avec des dépendances sur plusieurs autres services AWS, le tout soit dans la même fonction, soit réparti sur plusieurs fonctions. Alors, pourquoi on ne veut pas faire ces choses? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est premièrement, on veut respecter le principe de responsabilité unique. Donc, si dans notre fonction, on cumule les appels à X services, on va déjà à l'encontre du principe. Ensuite, on est limité en temps sur lambda. Vous savez qu'on a un timeout au bout de 15 minutes. Donc ça laisse pas mal de temps pour faire des choses, mais voilà, si vous arrivez à ce timeout, c'est probablement que vous avez fait trop de choses et vous allez avoir des problèmes. Enfin, et tout simplement, parce qu'il existe d'autres services, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui sont faits pour faire ce genre de choses, ou qui proposent ces fonctionnalités built-in. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, quand on parle de serverless, on pense évidemment souvent à Lambda. C'était le premier service, on va dire, qui a eu cette dénomination, mais ce n'est pas le seul qui la mérite, cette dénomination. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les services qui sont dans ce slide, mais il y en a plusieurs ici qui peuvent vous aider à réduire le nombre de responsabilités de vos fonctions, à réduire la quantité de code que vous allez écrire dans ces fonctions. Et on va en voir quelques-uns au travers des principes que je vous ai énoncés précédemment. Premier contre-exemple dont je vous ai parlé, c'est le filtrage d'événements. Donc dans l'exemple que vous voyez sur le slide, on a une application qui va publier des messages sur un topic SNS, donc SNS pour Simple Notification Service, différents types de messages, vous voyez différentes couleurs, et on a une fonction qui souscrit au topic pour tous ces messages. Donc cette fonction, elle filtre les messages et invoque des fonctions back-end qui correspondent au type d'événement attendu, donc la création, l'annulation, etc. Donc on a plusieurs problèmes avec cette architecture. Le premier, c'est qu'on a écrit du code, alors qu'on pourrait faire sans. On va voir comment dans un instant. Encore une fois, écrire du code, ça veut dire le tester, le maintenir, le faire évoluer, et potentiellement, surtout, ça veut dire potentiellement des bugs, des anomalies. Le second, et c'est plus grave, c'est qu'on invoque une fonction, la fonction, pour chaque événement. Et donc on va payer l'exécution de cette fonction. Donc là, pour une application de ce type, qui doit probablement gérer des millions d'ordres journaliers, le coût n'est pas anodin. Donc voilà, on ne veut pas faire ça. Maintenant, comment fait-on? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va exploiter une fonctionnalité native de SNS qui permet à la souscription du topic de filtrer les messages que l'on veut recevoir. Donc là, au lieu d'avoir une fonction en centrale qui souscrit à tous les événements, on va avoir 3 fonctions et chacune va souscrire avec le filtre qui l'intéresse pour le type d'événement qui l'intéresse. Donc on peut filtrer sur une ou plusieurs valeurs, on peut filtrer sur des chaînes de caractères, sur des valeurs numériques, on peut vérifier qu'une valeur est présente ou au contraire filtrer sur tout sauf une valeur particulière, etc. etc. Beaucoup d'opérateurs de comparaison. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace du code dans une fonction par du code d'infrastructure. Vous avez en haut un morceau de Toplet CloudFormation, le service d'infrastructure as code, dans lequel vous déclarez une filter policy,
Et c'est SNS qui va se charger de router correctement le message grâce à ce filtre. Du coup, on supprime la lambda intermédiaire, ce qui nous permet d'une part d'améliorer la performance, mais surtout d'économiser de l'argent, puisque le filtrage dans SNS est gratuit, contrairement aux invocations de lambda. Ensuite, si vous utilisez EventBridge à la place de SNS, vous avez un mécanisme similaire. EventBridge, c'est un bus d'événements. Vous l'avez peut-être déjà utilisé sous le nom de CloudWatch Events. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va, sur ce bus, publier différents événements. Donc soit des événements qui sont liés au service AWS, soit des événements que vous publiez vous-même depuis vos applications, ou alors des événements de solutions SaaS partenaires qui sont publiés, qui sont envoyés sur ce bus. Vous allez définir des règles, des rules, qui vont contenir ces fameux filtres, qu'on écrit en JSON, et ensuite on va les associer à une destination, les targets. Donc tous les événements qui sont envoyés sur le bus et qui matchent le filtre sont ensuite envoyés à cette destination. Donc de même que pour SNS, on supprime la lambda qui fait le filtrage et le routage des événements. On va maintenant parler un peu d'orchestration ou de workflow. Donc là, on a un exemple un peu fictif d'un workflow. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce schéma, on a des fonctions qui s'invoquent les unes les autres. Donc, soit en fonction d'un résultat de la précédente, soit en haut, on a par exemple une fonction qui, en fonction de la réussite ou de l'échec, va plutôt envoyer une notification SNS, ou au contraire mettre l'erreur sur une queue SQS pour être reprise ultérieurement. Au milieu, on a un process qui nécessite une approbation manuelle, humaine. En bas, on a une fonction qui est appelée plusieurs fois sur une collection d'éléments, par exemple. Donc vous vous doutez bien également que ce n'est pas la bonne façon de faire. Là encore, on a plusieurs problèmes. Le premier évident, c'est le couplage fort qu'on va créer entre toutes ces fonctions. Elles sont inutilisables indépendamment les unes des autres. Vous allez créer un plat de spaghettis qui va être très très compliqué à maintenir. Le deuxième point, c'est que vous risquez d'avoir des timeouts si votre workflow dure trop longtemps. Donc, typiquement, si la première fonction invoque la suivante en synchrone, et globalement, si tout le process prend plus de 15 minutes, vous aurez un timeout et votre workflow ne se terminera pas correctement. Et le troisième, c'est que vous allez créer beaucoup de code pour gérer ce workflow. Donc vous allez avoir plein de conditions de if, de choses dans les lambda. Et voilà, il va falloir le maintenir, le tester, ça reste compliqué. Donc la première chose qu'on peut faire pour remplacer une partie de ce workflow, en tout cas à minima pour remplacer la gestion des cas d'erreur ou de réussite, on va utiliser une fonctionnalité qui est parue en novembre 2019, ce sont les lambda destinations. Donc, comme son nom l'indique, lambda destination permet de spécifier des destinations lorsque la fonction a fini de s'exécuter. Donc, vous pouvez spécifier deux destinations, une en cas de succès, une en cas d'erreur. Et donc, comme vous pouvez le voir dans le slide, on définit ces destinations avec CloudFormation ici, mais vous pouvez le faire aussi en ligne de commande ou avec la console. Et donc, on va définir un onSuccess. Donc ici, on va renvoyer le résultat sur SNS. Et un onFailure, ici pour envoyer l'erreur sur SQS. Il faut savoir qu'on peut aussi rediriger vers une autre fonction lambda ou vers EventBridge en fonction de ce dont on a besoin. Un point important à souligner, c'est que ça ne fonctionne que pour des fonctions invoquées de manière asynchrone. Donc avec l'un des services que vous voyez sur la gauche, ce qui est logique, puisque si vous voulez invoquer votre fonction de manière synchrone, vous attendez à avoir un résultat immédiat et pas à appeler d'autres services en aval. Autre point super important, c'est que dans la fonction, vous regardez en bas, il n'y a pas de code spécifique. Vous allez simplement retourner une réponse ou une exception, et c'est le service lambda qui va se charger de rediriger vers la bonne destination. Donc comme ça, on va supprimer du code qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée. On va enlever du couplage. Par exemple, si on avait invoqué une autre fonction lambda, on aurait couplé les deux. Et donc tout ça, ça permet d'avoir une fonction qui se concentre sur son métier. Et voilà, on enlève tout ce qu'il y a autour. Maintenant, pour un workflow plus complexe, on a un service qui s'appelle Step Function. Donc avec Step Function, vous allez définir une machine à état avec des actions, des choix, des boucles, des traitements parallèles, etc.
Donc là, sur le slide à droite, vous voyez la représentation graphique, si on veut, de la machine à état qui pourrait être utilisée pour remplacer notre workflow que vous voyez à gauche. Donc ce graphique, vous pouvez l'avoir dans la console de Step Function et également dans Visual Studio Code grâce au plugin AWS qui vous permet d'éditer votre workflow et de le visualiser en direct. Donc concrètement, pour définir cette machine à état, on va utiliser un langage, l'Amazon Stats Language. Donc c'est une notation basée sur JSON dans lequel on va spécifier chaque état et comment on passe de l'un à l'autre. Donc là, vous voyez à droite le JSON qui représente le workflow qu'on a à gauche. Donc on a des simples tâches, des tasks, qui vont effectuer des actions, comme par exemple appeler une fonction lambda. On a des choix, des choices, pour prendre une direction ou une autre en fonction des résultats des états précédents. On peut avoir des traitements parallèles, quand c'est possible fonctionnellement de le faire. Ça permet d'optimiser un peu le processus et le temps global d'exécution du workflow. On peut avoir des boucles pour itérer sur une collection d'éléments. Donc là encore, soit en parallèle, soit en séquence, selon ce qui est faisable fonctionnellement. On peut également mettre le workflow en pause, donc soit un certain temps, soit pour attendre un résultat technique ou une approbation manuelle, on peut attendre qu'un humain intervienne et valide quelque chose. Et on a aussi de la gestion d'erreurs, donc avec la possibilité d'attraper des erreurs et de rediriger en conséquence dans le workflow pour gérer cette erreur. Donc là, on voit, avec un peu de JSON, on peut définir un workflow assez complexe et surtout centralisé, plutôt que réparti dans une multitude de fonctions. L'avantage, c'est que dans la console, on peut visualiser les exécutions de ce workflow, voir s'il y a des étapes en erreur, et suivre ce qui se passe, tout simplement. Alors que si vous avez ça sous forme de code dans X lambda, je vous laisse imaginer la complexité pour monitorer un tel workflow. Là, il est simple, mais on pourrait avoir quelque chose de bien plus complexe. Voilà, ça conclut ma première partie sur le principe de responsabilité unique. Et donc, je le répète, gardez vos lambdas concentrés sur le code métier et sortez surtout tout ce qui s'apparente à du filtrage, à de l'orchestration, dans des services annexes comme Step Function, Event Bridge ou SNS. On va parler maintenant de YAML, You Ain't Gonna Need It. Alors, on parle aussi de surdesign, d'over-engineering, d'over-architecture. Moi, je l'appelle ça l'anti-pattern au cas où. On fait des choses au cas où, sans savoir si on en aura besoin, et on complexifie l'architecture, on complexifie le code pour des choses qui n'existeront peut-être jamais. Donc, moi, j'aime beaucoup cette citation de Werner Vogels, le CTO d'Amazon, j'imagine que vous connaissez, qui dit qu'aucun serveur n'est plus facile à administrer que pas de serveur du tout. Donc, je me suis un peu approprié la citation et je vous propose ma version, qui est que aucune fonction n'est plus facile à administrer que pas de fonction du tout. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette partie. Vous n'avez pas forcément besoin toujours d'avoir une fonction lambda. On va regarder ça tout de suite. Donc on va prendre un exemple simple, une architecture assez commune. On a une API qui va exposer un back-end qui lui-même va manipuler des données dans une base de données. Transposé en serverless, ça nous donne une API Gateway qui va exposer une lambda qui va manipuler des données dans une base de données dans DynamoDB. Alors, dans la plupart des cas, et c'est pour ça que j'insiste sur le common, c'est qu'on va faire des choses relativement simples dans la fonction. On va valider les paramètres d'entrée, on va effectuer une opération en base de données, donc ça peut être create, read, update, généralement des opérations, et éventuellement retourner une valeur dans le cas d'un read. Eh bien, sachez qu'on peut faire tout ça avec API Gateway. Premier point, l'interaction avec DynamoDB. Il faut savoir qu'API Gateway fait bien plus que simplement appeler une lambda ou exposer un endpoint HTTP. API Gateway permet de proxifier, en quelque sorte, un grand nombre de services AWS. Donc, pour cela, au moment de créer vos ressources ou vos méthodes, c'est ce qu'on voit dans l'écran, vous allez sélectionner un de ces services. Donc ici, on sélectionne DynamoDB.
et vous allez sélectionner le type d'action que vous souhaitez faire. Donc ici, on va faire appel à un put item pour insérer un élément dans DynamoDB. Ensuite, dans la définition de l'API elle-même, vous allez devoir préciser, grâce à un mécanisme de template, quels paramètres passer au service. Et donc faire un mapping entre la requête HTTP qui est reçue par API Gateway et la requête au service, donc ici DynamoDB. Donc pour ça, on va utiliser un langage de templating, donc le Velocity Template Language, vous le verrez sous le nom de VTL. C'est ce qu'on voit en bas. Donc ici, c'est un JSON, c'est simplement les paramètres nécessaires pour l'API putItem de DynamoDB, donc le nom de la table et l'item à insérer. Et ensuite, on voit des variables, le $input par exemple, qui permet de récupérer des paramètres d'entrée d'API Gateway. Donc là, c'est un exemple assez simple. On matche juste l'API de DynamoDB, mais sachez qu'on peut faire des choses beaucoup plus poussées si nécessaire. On peut manipuler des listes, faire des traitements conditionnels, etc., grâce au VTL. Voilà. Avec ça, on peut du coup requêter DynamoDB ou d'autres services AWS, on les a vus, sans passer par une lambda intermédiaire, depuis les REST API. Et sachez que depuis août, également, vous pouvez intégrer des HTTP API, donc la nouvelle mouture d'API Gateway, avec 5 services, et d'autres sont certainement amenés à arriver, écoutez les annonces. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais et la validation? Eh bien, la validation, c'est pareil, c'est également possible directement dans API Gateway. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous importez votre API avec OpenAPI, auquel cas vous allez directement dans votre fichier Swagger définir l'attribut qui permet de demander une validation des paramètres, et vous allez définir également le modèle des paramètres d'entrée. Soit, et c'est ce qu'on fait là dans l'écran, vous déclarez un modèle dans la console ou en ligne de commande. Donc le modèle est représenté sous forme de schema JSON. Donc dans ce schema JSON, vous allez définir les contraintes sur les différents attributs de votre input, de vos paramètres d'entrée. Ensuite, dans la définition de l'API, vous allez spécifier que vous voulez valider le body de la requête. On peut aussi valider les paramètres de l'URL ou les entêtes HTTP. Et vous précisez le modèle qu'on a défini juste avant. Voilà, peu importe la solution que vous choisissez, si la requête en entrée d'API Gateway ne matche pas votre modèle, API Gateway retournera une erreur 400, bad request, avec l'erreur, le message d'erreur, qui précise sur quel champ il y a un souci. Donc là encore, vous avez vu, on peut valider un certain nombre de choses sans avoir besoin de fonctions lambda intermédiaires pour le faire. Donc voilà, grâce à API Gateway, on peut se passer de fonctions lambda. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, mais si votre fonction se contente de faire un peu de validation et d'appeler un autre service, songez-y, c'est quelque chose qui vous fera économiser de l'argent et également gagner un peu en temps, en performance dans votre process global. Dans le même genre, on a également AppSync, AWS AppSync, qui permet de requêter des sources de données. Donc on a Aura Serverless, DynamoDB et Elasticsearch, sans nécessiter de lambda. Donc pour AppSync, c'est même encore plus simple, j'ai envie de dire, puisque c'est l'objectif même du service, exposer en GraphQL des données qui proviennent de ces sources de données. Donc pour faire ça, vous allez créer ce qu'on appelle des resolvers, en VTL également, donc le même langage de templating qu'API Gateway, qui vont aller récupérer la donnée, la filtrer, la reformater, peu importe, et la retourner. Vous pouvez aussi créer des pipelines de resolvers, c'est-à-dire une suite de resolvers, pour, par exemple, agréger des données des différentes sources, et tout ça sans avoir une lambda au milieu. Donc, de même que API Gateway peut interagir avec de nombreux services, on l'a vu, Step Function, lui aussi, peut exécuter un certain nombre d'opérations sans avoir besoin de fonctions. Donc on a lambda, évidemment, mais pas que. Donc là, vous pouvez voir, on a la possibilité d'exécuter, par exemple, un job batch. Comme on l'a fait là, on peut manipuler des données dans DynamoDB, lancer un training de machine learning avec SageMaker, etc. Et vous pouvez même lancer un sous-workflow avec Step Function
si nécessaire. Donc si je reprends notre workflow de tout à l'heure, on peut par exemple directement envoyer un message sur une queue SQS ou publier un message sur un topic SNS. Donc vous remarquerez dans le JSON, au niveau des ressources, on utilise les noms des API, donc send message ou publish, et dans les paramètres, on va préciser l'ARN de la ressource qu'on va utiliser. Donc là encore, on évite du code, on évite d'écrire du code, et on y gagne en simplicité. Alors, on a vu dans la première partie qu'EventBridge pouvait filtrer et rediriger les événements vers des destinations. Ce que j'ai pas dit, c'est ce que j'ai omis de dire, c'est que vous pouvez rediriger ces événements sur une multitude de services. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a 17 destinations possibles. Donc Lambda, on l'a vu évidemment, mais aussi Step Function, AWS Batch, Kinesis, SNS, SQS, des tâches ECS, Code Build, etc., etc. Donc vous avez la liste à droite. L'intérêt majeur, c'est encore une fois d'éviter d'avoir une lambda intermédiaire qui ne ferait qu'appeler ce service dont vous avez besoin. Je vous disais au début de ne pas utiliser lambda pour transporter de la donnée d'un service à un autre. Donc, grâce à ces intégrations directes, on évite ça. Donc voilà qui conclut ma seconde partie sur le principe Yang-Ni. Et donc, comme vous avez pu le voir, on a à notre disposition une palette de services importantes qui nous permettent de nous passer de fonctions de lambda lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Si c'est un passe-plat, si c'est voilà, s'il y a quelques modifications ou de validation, c'est pas forcément utile. Et donc, en guise de conclusion, je voulais dire quelques mots sur le dernier principe, donc Keep it simple, stupid. Alors, j'aime beaucoup la citation de Tony Hoare. Donc, Tony Hoare, c'est l'inventeur du tri quicksort, que vous connaissez probablement, et aussi un professeur émérite à Oxford. Donc, il nous dit il y a deux façons de concevoir un logiciel. La première consiste à le rendre si simple qu'il n'y a manifestement pas de défaut. Et la seconde consiste à le rendre si compliqué qu'il n'y a pas de défaut évident. La première méthode est bien plus difficile. Et effectivement, c'est toujours assez compliqué de faire simple. Alors, comment faire pour qu'une fonction lambda reste simple? Donc j'ai bien envie de vous dire que si vous m'avez écouté, si vous respectez les deux principes qu'on a vus et qu'on a élaborés avant, vous êtes déjà sur la bonne piste. Donc le principe de responsabilité unique, premièrement, donc faites en sorte que votre fonction fasse un nombre limité d'opérations et que vous vous concentriez sur le métier. Ensuite, Yanni, pas de surdesign, pas de au cas où, vous implémenterez ces au cas où quand ils se présenteront. Gardez les choses simples. En quoi c'est important de garder les fonctions plus simples? Premièrement, c'est plus simple à maintenir, à tester, tout simplement. Ensuite, ça démarre plus rapidement, puisque qui dit moins de code, moins de dépendance, dit un chargement de la fonction plus rapide. Et c'est bénéfique, puisque si c'est plus rapide, c'est plus scalable, parce que vous réduisez le temps d'exécution d'une fonction, donc vous pouvez en exécuter plus en parallèle. Et un autre point, dont je n'ai pas trop parlé jusqu'à présent, c'est la sécurité. Donc si vous faites moins de choses dans votre fonction lambda, vous avez besoin de moins de permissions, ce qui du coup limite les risques en termes de sécurité qu'il pourrait y avoir. Ensuite, keep it stupid. En fait, j'ai envie de dire un peu le contraire, j'ai envie de dire keep it clever, gardez vos fonctions intelligentes. Le code métier, c'est la partie intelligente de vos fonctions. C'est la valeur de votre fonction. Donc vos fonctions doivent se concentrer sur cette partie intelligente. Pour le reste, on l'a vu, on a tout un tas de services qui peuvent faire mieux et pour moins cher, nativement. Donc voilà. Et enfin, on l'a vu, on n'a pas toujours besoin de fonctions lambda. Quand vos fonctions font simplement passe-plat d'un service à un autre, voyez si vous ne pouvez pas simplement vous en passer. Et si besoin, plus tard, vous en rajouterez une. Et voilà, comme ça, vous économiserez de l'argent et vous gagnerez en performance au niveau de votre architecture. Donc voilà qui conclut cette présentation. Je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous souhaite une bonne continuation pour ce Reinvent.